Bonjour à vous. Donc, je vais vous parler de quels changements pour le travail et le métier d'éleveur liés à ces usages technologiques dans le cadre de la transition agroécologique. Et de la même façon que Raphaël, je me suis un peu posé la question. Et donc, j'ai voulu repartir un peu de définition. L'agroécologie, c'est un moyen de faire face aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Et ça vise à un ensemble de pratiques agricoles visant à mobiliser des services écosystémiques pour diminuer principalement le recours aux intrants. Et en élevage, ça se traduit par la gestion intégrée de la santé animale, comme vous avez pu voir, la réduction de l'utilisation des intrants et des pollutions et la préservation de la biodiversité animale et végétale. Et pour l'éleveur, en fait, ça se traduit par un besoin de plus de compréhension, d'observation, de surveillance des éléments du système d'élevage et d'intervenir précocement ou plutôt au bon moment, et en plus au bon moment, parfois dans des fenêtres d'action très courtes. Et plus largement et philosophiquement, je dirais, c'est aussi prendre soin du vivant, en incluant donc le bien-être animal, le respect des ressources végétales, et de la biodiversité et bien sûr des travailleurs agricoles. Ce contexte-là, il s'inscrit aussi dans un contexte de travail tendu. Donc le recensement agricole est tombé et il y a eu un recul du nombre d'exploitations agricoles et plus particulièrement en élevage, donc moins 31% en 10 ans, de la main-d'œuvre agricole, moins 11% en 10 ans, et qui s'accompagne d'une augmentation de la structure, de la taille des exploitations et de la taille des cheptels, et donc qui s'accompagne d'une augmentation de la productivité du travail, qu'on estime à 3-4% par an depuis les années 80. Donc, cette augmentation de la productivité du travail, cette augmentation de la structure et des cheptels, ça met une tension sur le travail. On a besoin de travailler plus vite et on a moins de temps disponible par animal. Et on a en gros besoin de faire plus avec autant, voire moins. Or, la littérature scientifique dit que l'agroécologie, ça accroît la demande en travail et que ça permet de créer de l'emploi. Mais quand on regarde un peu à l'échelle des pratiques agroécologiques, on peut voir que ce n'est pas forcément vrai en fonction de la nature même des pratiques agroécologiques. Le désherbage mécanique, l'introduction de légumineuses, ça peut augmenter la charge de travail. Par contre, aller vers des systèmes plus pâturants ou la réduction du travail du sol, ça peut permettre de diminuer ce travail. Mais quand on agit, en fait, il n'y a pas que la charge de travail. Quand on parle de travail de l'éleveur, il y a tout un ensemble de dimensions. C'est le calendrier de travail, c'est la pénibilité physique, c'est la charge mentale, c'est la complexité de mise en œuvre, donc c'est les compétences à mettre en lien, c'est la qualité de vie au sens large. Donc c'est tout un ensemble de dimensions qu'il faut aussi prendre en compte dans l'évaluation de ces pratiques-là sur le travail de l'éleveur. Donc quand on agit quand il y a une tension sur le travail et une attente des éleveurs vers une amélioration de leurs conditions de travail, ça peut être un frein potentiel à l'adoption de pratiques agroécologiques. Donc on peut se demander si les technologies numériques, ça peut lever certains freins ou pas. Et c'est quoi les modifications de ces technologies-là sur le travail et les métiers d'éleveurs. Donc là, je voulais vous illustrer en fait quelques exemples de technologies qui soit sont déjà utilisées, soit vont peut-être être utilisées. Donc là, c'est un exemple en poulet de chair. Là, c'est un agriculteur qui arrive pour faire le suivi de son bâtiment et de son élevage dans son bâtiment. Et on va voir qu'il va avoir une suite d'actions, d'observations faites par l'éleveur qui impliquent en fait une charge mentale, des décisions à prendre, penser à vérifier tous les dysfonctionnements possibles, potentiels, une pénibilité physique, donc c'est pas écraser les poussins ou c'est pousser les bêtes quand elles sont un peu plus grandes. C'est aussi un contact de l'éleveur avec un milieu qui peut être chargé en poussière, avec de l'ammoniac aussi. Donc c'est tout un élément qui sont indispensables au suivi de l'élevage, mais qui peuvent affecter différentes dimensions de l'éleveur, du travail de l'éleveur, pardon. Et il y a aussi en parallèle d'autres tâches à réaliser qui sont peut-être pénibles et moins valorisées parce que c'est l'entretien de la litière, le nettoyage du bâtiment. Et donc j'ai juste utilisé quelques outils numériques qui existent. Il y a certains outils qui permettent l'observation continue des animaux et des paramètres d'ambiance qui permettent en fait une surveillance à distance de tous les paramètres du bâtiment. Donc Jean-Yves les a bien listés. Et aussi suivi continu des animaux. Ça va permettre aussi la détection précoce d'apparition de maladies intestinales ou de pododermatite. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste. Ça permet l'utilisation aussi de technologies, je ne vois pas le pointeur,
d'automates aérateurs et désinfecteurs de la litière, qui est aussi un stimulant du mouvement des animaux. Donc là, ça, c'est des tâches qui sont un peu pénibles pour les éleveurs à réaliser. Et donc, du coup, ces technologies-là permettent la surveillance à distance, donc la détection plus précoce de dysfonctionnement et la réalisation de tâches avec un automate. Donc, on réduit la pénibilité physique. On a une amélioration de la santé de l'éleveur parce qu'on a un contact réduit avec les poussières et l'ammoniac. On a une diminution de la charge mentale, possiblement, parce qu'on est prévenu plus facilement des dysfonctionnements. Et on a une réduction du temps alloué à certaines tâches. Alors, par rapport à votre question, il n'y a pas que l'élevage à l'intérieur qui peut bénéficier d'outils technologiques, et notamment les possibilités liées à l'identification avec les puces RFID en élevage ovin extensif, où en fait, si c'est connecté avec certains outils, on peut enregistrer des actes sur les animaux de façon automatique, carnet sanitaire, suivi agnelage, tout ce qui est administratif se fait automatiquement. Donc c'est des tâches qui sont très chronophages parce qu'il y a beaucoup d'animaux. On peut aussi, si c'est connecté avec une pesée automatique, on peut faire le suivi de l'évolution du poids au jour le jour ou à certains temps, et on peut, comme Jean-Yves avait dit, compléter individuellement en fonction de l'évolution du poids. On peut aussi avoir des traitements antiparasitaires sélectifs, notamment sur les agneaux, parce qu'en suivant leur poids, en mettant un poids cible, si l'agneau est en dessous de ce poids cible, on suppose qu'il y a un problème, et donc on va aller le voir et possiblement le traiter. Donc ça permet la diminution d'intrants médicamenteux, entre autres, et limiter la résistance aux produits médicamenteux. Pour l'éleveur, c'est un suivi des animaux qui est facilité, avec une diminution de la pénibilité physique, parce que manipuler les animaux, c'est très physique. C'est un appui à la décision, donc ça soulève une charge mentale. Je sais comment sélectionner les animaux que je vais traiter, et c'est une diminution du temps de travail. Voilà. Un autre exemple aussi des clôtures virtuelles. Alors ça, c'est plutôt en développement. Ça peut exister encore, mais c'est en développement, notamment au sein du réseau Digiferme, où ils ont équipé des bovins viande, des bovins lait et des ovins viande. Donc ça, les clôtures virtuelles, ça permet de maintenir le pâturage à des endroits où c'est difficile, les espaces ouverts, les estives. Et ça aussi permet d'introduire le pâturage là où il n'y en a pas. Je m'explique, dans certaines zones céréalières, on peut faire pâturer des troupeaux d'ovins, soit au début du printemps sur les céréales quand elles sont jeunes, soit sur des dérobés. Et donc c'est une utilisation, c'est une vraie pratique agroécologique, mais sauf que poser des clôtures, ou avoir un berger, c'est quand même très compliqué dans certaines zones. Et donc les clôtures virtuelles peuvent vraiment être intéressantes. Alors le retour d'expérience de ce réseau Digiferme, c'est qu'à la mise en place, c'est compliqué. Il y a beaucoup de notifications lors de l'apprentissage des animaux avec cette clôture virtuelle. Il y a des nouvelles tâches qui sont à créer, le dessin des paddocks, la pose écolier, l'apprentissage des animaux et je dirais aussi de l'éleveur ou de l'animalier, la gestion des notifications. C'est très chronophage au début. Il y a des compétences à acquérir. Il y a des compétences aussi à associer aux compétences de gestion du pâturage. Donc il faut dessiner les paddocks en fonction du pâturage tournant dynamique, entre autres. Donc il y a tout un champ de conseils qui est à créer aussi avec les clôtures virtuelles. Les gains de temps, c'est la pénibilité quand même, plus de clôture à faire, une flexibilité, donc je gère mon pâturage quand je peux. Le temps de travail, pour l'instant, sur ces essais, c'est un peu en cours, avec cette notion au début de la mise en place qui est vraiment chronophage, sauf pour la géolocalisation des animaux dans des vastes espaces. Et la personne qui me parlait de ce retour d'expérience me disait qu'il y a eu... Les animaliers savent exactement où sont leurs animaux et peuvent aller plus vite et gagnent jusqu'à 20-40 minutes par jour pour aller chercher les animaux. La gestion d'événements exceptionnels aussi. Il m'a parlé d'un gros orage où les animaux se sont enfuis de leur paddock virtuel et que grâce à cette technologie, ils ont pu les récupérer au milieu de la nuit en limitant les paddocks virtuels et les ramenant petit à petit là où ils doivent aller. Les freins, c'est aussi la pose difficile des colliers sur certains animaux. Les salaires, apparemment, c'est compliqué. La couverture réseau, quand même. Et le coût, alors on en parlait du coup, c'est 150 à 300 euros le collier pour l'instant, avec un abonnement quand même de 100 euros par collier. Donc c'est quand même pas négligeable. Et il faut quand même toujours raisonner l'approvisionnement en eau. Et ça reste toujours fastidieux. Un dernier exemple, auquel on ne pense pas forcément, mais qui me tenait à cœur,
c'est l'information et la gestion collective. Parce que les usages technologiques, c'est aussi l'information. On le partage tous les jours, on est tous sur nos téléphones. Et ben, c'est très utilisé aussi dans le monde agricole. Et ça permet le partage, l'échange et l'information sur des groupes de réseaux sociaux. Donc c'est très utilisé aussi sur le conseil en collectif, avec la co-construction de références entre pairs. Donc ils vont échanger sur leurs pratiques, sur leurs références en permanence. Et il y a aussi des réseaux plus informels, thématiques. Donc ici, moi, j'ai mis le réseau agriculture de conservation. Ici, c'est sur la page Facebook, j'ai tapé pâturage. Il y a tout un certain nombre de groupes de pâturage. Ça permet de connecter les agriculteurs entre eux. Ça permet de maintenir une animation collective au long cours pour certains groupes de conseils collectifs. Ça permet aussi la gestion du matériel en collectif, comme dans les CUMA, avec la création de compteurs automatiques et de l'enregistrement automatique. Donc du coup, on n'a plus à remplir des calendriers d'utilisation. Pour l'éleveur, c'est moins de temps, et aussi pour la CUMA. Ça permet aussi une facilitation à l'accès au matériel d'autres CUMA. Et ce matériel peut être spécifique d'une pratique agroécologique aussi. Donc, pour résumer un petit peu, les technologies numérique, c'est pour la production, en appui à la production, et aussi pour un appui à la formation et à la communication. Sur la réduction du temps de travail et les nouvelles formes d'organisation du travail, c'est un gain de temps selon les outils, selon les équipements, et puis aussi selon les éleveurs et leur façon de travailler. Ça permet quand même d'automatiser des tâches. Certaines sont peu valorisées ou fastidieuses, entre autres, donc ça c'est intéressant. Et ça permet de se focaliser sur certains animaux. Mais il y a aussi la création d'autres tâches, et ça c'est pas négligeable. L'apprentissage, le paramétrage. Et ça induit une plus grande flexibilité quand même sur les horaires, ça diminue les interventions de nuit, la surveillance à distance. Par contre, ça rend les horaires de travail plus flous. Ça peut être aussi un frein au remplacement et à la polyvalence, parce que pour être remplacé, eh bien, il faut que le remplaçant soit compétent sur l'usage de cette technologie. Pour la pénibilité physique, globalement, c'est une amélioration significative. Il y a une diminution des tâches pénibles, une diminution de la manipulation des animaux, d'autant plus vrai chez les petits animaux, car plus nombreux en général, et des contacts poussière ammoniac en bâtiment. Sur la charge mentale et l'autonomie décisionnelle, c'est un vrai appui à l'aide à la prise de la décision, voire à l'allègement du stress lié à la surveillance, à la détection précoce de problèmes. Mais par contre, il faut gérer les alertes, les pannes et la maintenance. Et ça peut être de vrais stress pour certains profils d'éleveurs. Ne jamais être déconnecté de la ferme, parce qu'on a toujours ces alertes sur le téléphone. Et on a des complexités d'information avec quelle est la place du savoir-faire de l'éleveur dans ces alertes-là, et aussi quel regard sur les algorithmes. Donc ça, on en a un peu parlé. Le coût, pour moi, c'est une vraie question. Ce sont des équipements onéreux avec des investissements importants, crédit, endettement, mais aussi aménagement, bâtiment, des dépenses et des dépendances, puisqu'on dépense pour la maintenance et on dépend du vendeur de la technologie, du technicien. Et pour moi, il y a un vrai risque d'enfermement dans un système et dans des choix de pratiques. Une fois qu'on s'est équipé, on ne va pas changer. Et donc, du coup, ça peut être de vrais freins potentiels à l'évolution et à l'adoption de nouvelles pratiques agroécologiques. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important. Je vais aller très rapide sur la relation éleveur-animal. En fait, je pense que ça dépend avant tout du profil des éleveurs et de la technologie. Elle n'est pas toujours dégradée, voire elle est même plutôt améliorée, et certaines études le montrent, parce qu'il y a une meilleure connaissance des animaux, et que parce que souvent c'est associé avec des observations directes de l'éleveur en plus de la technologie. Mais il y a quelque chose qui est revenu, c'est qu'il y a un risque de gestion uniquement des animaux à problème. Et certains éleveurs disent, en fait, moi j'en ai marre de voir que des animaux à problème. J'aime bien voir tous mes animaux et quand ils sont en bonne santé. Donc ça, c'est un effet secondaire, on va dire, de l'efficacité de ces technologies, qui en fait peuvent correspondre ou pas à l'éleveur. Ça dépend de sa personnalité, en fait. Donc, en conclusion, ces technologies, dans le contexte du travail dans le contexte de la transition agroécologique, c'est des opportunités pour mieux connaître, comprendre, surveiller les éléments du système, un appui à l'aide à la décision, notamment en situation complexe. Et l'agroécologie, c'est plus de complexité à gérer. Améliorer la pénibilité, la flexibilité du travail, échanger sur les pratiques, mais ça a des effets, on va dire, secondaires importants sur le travail lié aux usages numériques, selon le type d'outils d'usage et donc le type d'éleveur, et selon les attentes des éleveurs, notamment envers leurs pratiques et ce qu'ils considèrent comme être du bon travail aussi.